Bonjour, bonjour et bienvenue à la Villa Gilet. Bonjour, bonjour au public assis à Lyon, ici dans le théâtre de la Villa Gilet. Et bienvenue David Grossman qui nous rejoint en duplex depuis Jérusalem. Bienvenue David, bienvenue ici à Lyon dans cette conversation que nous tenons par la magie du numérique. Vous auriez dû être là aujourd'hui avec nous. Nous espérons vous accueillir bientôt en France. David Grossman, vous vous entretiendrez avec Caroline Brouet, qui intervient depuis Paris. Caroline est productrice à France Culture, et France Culture sont nos partenaires pour ce grand entretien avec vous, que nous accueillons ici avec joie, et qui lance la série des grands entretiens de cet après-midi, dans le cadre du Littérature Live Festival de la Villa Gilet. Bienvenue Caroline Brouet, et merci beaucoup. Merci à vous, merci à la Villa Gilet d'avoir à la fois permis cette rencontre du quatrième type ou de la quatrième dimension entre effectivement Jérusalem d'un côté, Paris où moi je me trouve et Lyon où vous vous trouvez avec le public qui est dans la salle. Merci de m'avoir proposé une fois de plus de m'entretenir avec David Grossman, que je salue. Cher David, bonjour. David Grossman, qui est une des figures les plus importantes de la littérature, entre parenthèses israélienne, mais de la littérature contemporaine, dont l'œuvre romanesque est traduite dans le monde entier, abondamment primée, que l'on pense à Une femme fuyant l'annonce, que je considère comme l'un des plus beaux romans de ces 20 dernières années, qui a reçu le prix Médicis étranger en 2011, que l'on pense, je dois citer seulement les 3 ou 4 derniers, parce que l'œuvre est quand même considérable, que l'on pense à Tomber hors du temps, qui était un bouleversant récit à plusieurs voix, que l'on pense à Un cheval entre dans un bar, qui a aussi remporté un prix, et pas des moindres, le Booker Prize en 2017, sur une veine mi-comique, mi-tragique, qui fait partie de votre caractéristique, David Grossman, et que l'on pense au dernier que vous avez fait paraître en France il y a très peu de temps, La vie joue avec moi, dont nous allons parler dans quelques instants, bien sûr, puisque nous allons profiter de cette demi-heure qui nous est dévolue pour parler de littérature. Pour parler de littérature, parce que David Grossman, on a la chance de pouvoir vous lire dans des livres, comme ceux que j'ai cités. On a aussi la chance de pouvoir vous lire dans des journaux quand les articles que vous écrivez ou quand les discours que vous prononcez sont traduits en français. Ça a été le cas tout récemment dans un journal français qui est Libération, qui a traduit un discours que vous avez prononcé à l'adresse des enfants lors d'une manifestation au lendemain du cessez-le-feu le 22 mai dernier. Ça, c'était pour un discours à la fois tragique, politique, mais qui rejoint d'une certaine façon, et on va le voir, un thème très profond qui traverse votre dernier livre, La vie joue avec moi. Mais donc, comme on est dans un festival littéraire, je vais reprendre le titre d'un article assez long que vous avez réalisé. C'était un entretien, en fait, pour la plateforme Le Grand Continent, il y a pile un an, en avril 2020. Et l'article s'intitulait Et si nous parlions plutôt de littérature? Alors, je vais en profiter, David Grossman, pour parler de littérature en vous posant la première question, qui est une question peut-être grosse comme une mer, comme un océan. Puisqu'on est dans un moment si particulier de sortie de pandémie, pour vous en tout cas, nous on est entre deux, en quoi la littérature, en quoi l'art est-il utile en période de grande incertitude comme celle que nous traversons aujourd'hui? Bonjour Caroline, shalom. Merci de m'avoir invité à ce festival de la Villa Gilet. Je suis absolument désolé que cela ne soit que par l'Internet, que je ne puisse pas être en présence avec vous. C'est un des prix très élevés à payer pour cette pandémie. Vous m'avez demandé comment l'art peut aider dans les situations telles que nous les connaissons. Je pense que
une des choses les plus claires de la pandémie, c'est que elle s'empare de nos visages individuels, et nous transforme en foule. Comment les gens tombent malades, comment les gens meurent. Il y a quelque chose de tellement, comment dirais-je, de pas personnel. Je me souviens de ces images venant d'Italie, quand on voyait tous ces cercueils, ces centaines, ces milliers de cercueils. Vous voyez, c'est ce que fait la pandémie. Mais la littérature nous rappelle notre visage individuel, notre visage humain. Je cite toujours ce que Staline a dit. Une mort, c'est une tragédie. Des milliers de morts, c'est une statistique. Et donc je pense que la littérature, c'est ce qui sauve l'individu, le tragique, qui les sauve de la statistique stalinienne. C'est ce que nous pouvons faire. Nous tourner vers l'unique, vers l'humain qui se trouve dans une situation de nombreux, de foule, qui efface cette unicité. L'humain, l'individu, David Grossman, est fait de multiples contradictions, de nuances, de complexité, et c'est ce qui fait la profondeur et l'épaisseur, la chair de vos romans à vous. Est-ce que vous trouvez malgré tout que notre monde est encore compatible avec cette complexité, avec cette nuance, avec ces contradictions qui sont réunies dans et par l'écriture? Question très importante, excellente question. Celui qui nous fait vivre notre histoire, c'est les masses médias, en fait. Dans les masses médias, il y a des choses parfois très suspectes dans le fait que l'on cache des crimes, que l'on cache des choses que les gens sont intéressés à cacher, en fait. Le problème des masses médias, c'est pas pour la foule. En fait, c'est un média qui tourne les gens en foule, si vous comprenez ce que je veux dire. En travaillant sur le sentimentalisme, sur la diabolisation de toute personne qui est différente du nous, du tous. La société nous fait ce genre de communication. Nous ne sommes plus en lien avec les complexités, les contradictions de l'individu. Je pense donc, et non pas parce que je vois ça d'un point de vue romantique, on a besoin de la littérature et de l'art parce que sinon on mourrait. Non, non. Mais il y a quelque chose de très réel, de très pratique à l'art. Qu'est-ce que nous pouvons être? Qu'est-ce que l'on peut sauver de nous? Un espoir que l'on puisse arriver à un genre de réalité beaucoup plus complexe et que les gens se souviennent qu'ils ont le droit d'être compliqués, d'être complexes. Je pense souvent que l'art, je ne parle que de la littérature parce que c'est ce que je connais, c'est vraiment de s'entêter sur les nuances, ne pas laisser tomber, ne pas se plier aux stéréotypes, aux clichés, ne pas faire de généralisation, de mots valises. Non, il faut s'entêter au mot qui va véritablement transférer le sentiment que l'on veut faire passer. C'est une grande responsabilité. Et dans des périodes comme celle-ci, ou d'une pandémie, ou d'une guerre, comme celle que nous venons de connaître, la guerre avec Gaza, il y a quelques jours, il y a une tendance pendant les guerres d'utiliser des mots terribles, des phrases sans humanité. Et justement, dans ce genre de situation, il faut faire attention aux nuances de la langue. Ne laisser personne manipuler notre langue, manipuler notre conscience. Et donc, contrairement au langage de la réalité au sens politique du terme, vous diriez, David Grossman, que la littérature est ce langage de
La vérité est un mot piégé, hein, donc je l'utilise avec des guillemets, mais malgré tout que la littérature est ce qui permet de retrouver un langage, oui, réel alors, on va dire, mais d'une réalité qui est celle de la complexité du sentiment humain, voire de l'être humain. Vous les opposeriez, les deux langages, littérature, politique? Ça ne doit pas être une chose et son contraire. Si les dirigeants seront ceux qui comprendront ou qui ne feront pas fi des sentiments de leur peuple, comme ce qui se produit ici en Israël sous le gouvernement Netanyahou. Mais la chose aussi importante que la langue, c'est le rôle de la littérature de raconter l'histoire, même l'histoire politique, mais de le dire et de le répéter d'un angle différent. Nous savons tous que chacun d'entre nous, chaque individu, je parle d'individu parce que je parle d'un collectif, chacun d'entre nous a une histoire individuelle propre à soi, intime, qui est la façon dont il s'explique ou elle s'explique la vie, sa vie, comment son expérience. Chaque personne que l'on rencontre, chaque nouvelle connaissance, tout psychologue chez qui on va chercher des conseils, chaque personne avec laquelle on veut partager des sentiments, on lui raconte notre histoire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on apprend de plus en plus à être de plus en plus précis, de plus en plus complexe, de plus en plus dramatique qu'il ne l'a été en réalité, pour voir comment ça fonctionne sur les gens, comment est-ce que ça parvient au cœur des gens de façon la plus efficace. Peut-être qu'on ne fait pas attention aussi qu'avec les années pendant lesquelles on a raconté notre histoire personnelle, quand on raconte encore une fois et encore une fois, on a cessé de raconter la véritable histoire. Mais on le raconte comme on l'a raconté la fois précédente. Et soudain, on saisit que nous sommes devenus prisonniers de notre histoire individuelle. Cette histoire ne nous donne plus la possibilité de bouger. Elle nous gèle sur place. Nous sommes prisonniers d'une histoire qui n'est plus actuelle, qui n'est plus la vérité. On est beaucoup plus loin de cette histoire, on est à un point beaucoup plus éloigné de ce que nous racontons. Parfois, on raconte l'histoire de notre enfance, qu'on a toujours racontée. Ouais, on raconte l'humiliation, on ne nous a pas aimés, on ne nous a pas compris, nos parents ne sont pas bien comportés avec nous. Mais si on raconte cette histoire encore une fois et encore une fois, mais si on le raconte avec d'autres mots, avec un élargissement de notre âme, soudain, on voit notre histoire d'un autre angle. Soudain, on comprend d'autres choses. Par exemple, on peut comprendre qu'à notre maman, elle a eu une maman. Et il n'y a pas que nous qui avons le droit à la psychologie. Nos parents aussi ont droit à la psychologie. Et nos parents n'ont pas non plus été traités de la façon dont ils mériteraient d'être traités. Donc tout cela par rapport aux individus, aux gens. Mais c'est vrai aussi avec des sociétés entières, avec des pays qui naissent, qui se développent. Ces pays, ces États ont droit à avoir une histoire qui les grandisse et qui rapetisse leur ennemi, qui démontre comment nous sommes les meilleurs, comment nous avons surmonté, bien que nous étions les plus faibles. Et on raconte cette histoire encore une fois, et on fait grandir des générations d'enfants là-dedans. Peut-être qu'on ne saisit plus que ces histoires ne sont plus dans l'actualité. Nous sommes ailleurs. Nous sommes beaucoup plus forts, beaucoup plus stables qu'auparavant. Nous pouvons surmonter nos faiblesses. Et ça, c'est une façon de se mesurer à la réalité. Pas avec la projection de nos peurs, de nos craintes. Être mieux en prise avec la réalité. Raconter à nouveau notre vieille histoire. C'est ce que la littérature nous permet de faire, mais d'un autre angle. Désolé d'avoir pris beaucoup de temps pour dire ça, mais moi, vraiment, ça m'échauffe, ce genre de choses. Ça vous chauffe, David Grossman, mais vous y avez même consacré tout un livre, puisqu'on peut dire que c'est le cœur, ce que vous venez de dire, de La vie joue avec moi, votre dernier roman traduit en français, l'histoire de 3 générations de femmes
une grand-mère, une mère, la fille, avec une première femme qui a eu un destin absolument incroyable lié à la grande histoire, qui a été envoyée au goulag dans les années 50 par Tito, parce qu'elle n'a pas voulu trahir le mari qu'elle aimait de façon absolue, de façon totale, et qui était considéré comme un traître à Staline. Elle a abandonné sa fille à l'âge de 6 ans, la laissant seule dans la rue. Et elle-même, cette fille, a abandonné la sienne quand la petite fille avait 3 ans, reproduisant une forme de traumatisme par génération interposée. En fait, c'est cette histoire que vous racontez, parce que c'est l'histoire d'un regard ou de multiples regards, de multiples points de vue. Ces filles qui ont été abandonnées, elles se sont forgées une histoire, l'histoire de leur mère affreuse, la mère qu'elles haïssent parce qu'elle a abandonné l'enfant quand elle était enfant. Et finalement, vous montrez qu'en changeant de point de vue, d'ailleurs vous le faites avec un procédé narratif particulier, puisque la petite fille filme, donc c'est vraiment une histoire de regard, vous montrez qu'en changeant de point de vue, on peut voir différemment la vérité sortir d'un être. Et donc au bout du compte, ces filles vont-elles regarder leur mère avec un autre regard? C'est ça l'histoire que vous racontez. Vous l'avez défini merveilleusement. Trois femmes fortes, qui sont très différentes l'une de l'autre. Et parce que c'est une grand-mère, une mère et une fille, il y a beaucoup d'imagination. Et cette imagination provoque plus de douleur quand on voit quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, qui rate sa vie. Et l'histoire, c'est le parcours que font ces trois femmes avec un homme, qui est le père de l'une, l'ancien mari de l'autre, et une sorte de fils de la femme la plus âgée, Vera. Et pendant ce voyage, qui est un voyage vers le lieu où s'est produit un traumatisme très profond, très dur, vous avez commencé à raconter cette histoire de ce goulag. Est-ce qu'il fallait être fidèle à l'homme qu'il ne fallait pas trahir ou fidèle à sa fille? Et cette femme, elle a fait un choix tragique, très très difficile à surmonter. Et je voudrais quand même dire que c'est basé sur une histoire vraie, en 2 mots. Il y a plus de 20 ans, le téléphone sonne chez moi et une voix de femme dit « David !» avec une voix à la Ben Gurion des années 50. Et soudain, je me suis senti coupable. J'ai fait quelque chose. Non, c'était une femme dont le nom était Eva Panic Nahir, qui est née en Yougoslavie en 1918. Et elle est venue en Israël dans les années 60. C'était une femme exceptionnelle. Elle a commencé à me raconter son histoire. Et à un point, je voulais savoir ce qui s'est passé. Elle a cessé, elle a dit « Je ne veux pas te fatiguer, je téléphone une autre fois et je continuerai l'histoire. » Et moi, j'ai souri, parce que c'est comme l'histoire de Scheherazade avec le sultan, qui lui racontait petit bout par petit bout une histoire, et pour passer d'une nuit à l'autre et survivre. Et donc, elle m'a raconté l'histoire par épisode. Et après, on s'est rencontrés, et on est devenus amis, et amis très, très proches. Et pendant plus de 20 ans, elle est morte à l'âge de 97 ans, il y a 6 ans. Malheureusement, elle n'a pas pu lire le livre, mais elle voulait que ce livre soit écrit. Parce qu'elle m'a demandé très tôt dans notre amitié, elle m'a dit « Tu écriras mon histoire, n'est-ce pas? Tu l'écriras ?» J'ai dit « Oui, bien sûr, je veux bien. » Mais je ne peux pas décider que je peux commencer. Ça doit être vraiment impossible de faire autre chose. Et quand ça m'est impossible de faire autre chose, je l'écris. Et j'ai attendu, et je lui dis encore une chose. Écoute, je vais écrire ton histoire, je vais te décrire, mais je ne suis pas un documentariste, je ne suis pas un biographe, je ne vais pas te décrire comme tu es. Non, je vais fictionnaliser cette histoire. J'ai besoin de t'imaginer. Elle a dit, mais c'est évident, tu es un écrivain, c'est comme ça que tu travailles. Et donc elle m'a donné cette liberté
de la documenter certainement, mais aussi de l'imaginer. Et donc, on a eu des discussions et des débats sur les décisions qu'elle a prises. Je ne veux pas divulgacher, mais vous pouvez comprendre de quoi il est question. Et elle a dit, jusqu'au jour où elle m'a parlé, elle était entière avec sa décision. Moi, c'était terrible parce que je n'ai pas écrit le livre pour la juger. Il est interdit. Un écrivain ne peut pas juger ses personnages. L'écrivain doit laisser toute liberté à ses personnages. Il doit les laisser faire. Et peut-être qu'il ne faut pas juger. Peut-être qu'il faut prendre plaisir des deux possibilités qui s'opposent l'une à l'autre. Et ça, il n'y a que la littérature qui vous le permette, pas la réalité. Et un bon livre doit suivre quelques canaux où le lecteur peut se diriger, et c'est au lecteur de décider, ou ne pas décider. Se trouver dans une situation de doute, pour moi, c'est ce qui fait le livre, parce que ça me provoque, à moi, lecteur, de travailler, de cheminer ensemble avec l'écrivain, de sentir la complexité de l'histoire et du récit. Pour pouvoir trouver la bonne distance, David Grossman, pour suspendre le jugement tel que vous le faites, est-ce que la principale qualité de l'écrivain n'est pas l'empathie? Et est-ce qu'au fond, vous n'écrivez pas sur cette grande qualité qui manque dans le monde, mais qui manque aussi sûrement dans ces histoires, ces personnages, puisque vous racontez des histoires qui parlent de nous à travers des fictions et donc des personnages? Est-ce qu'on ne manque pas tous d'empathie, c'est-à-dire de faculté de se mettre à la place des autres? Et est-ce que vous en avez particulièrement de l'empathie? Je ne sais pas si j'ai beaucoup d'empathie, mais j'espère que, avant de juger quelqu'un, avant de me mesurer à quelqu'un, j'essaye au moins de me mettre à sa place, comprendre comment lui ou comment ce peuple voit la réalité, comment il voit le texte de la réalité. Ça peut être des relations entre un homme et une femme, un mari et une épouse, entre un parent et un enfant, entre un professeur et son élève, entre deux peuples qui s'opposent. Dans le cas de nous et des Palestiniens, ça fait 100 ans. Mais il y a très peu, vous avez raison, très peu d'empathie parce qu'il y a une déshumanisation. Les deux côtés déshumanisent l'autre. Celui qui est face à vous n'est pas considéré comme un homme. Sans ça, on aurait de l'empathie pour lui. Et dans les livres que j'ai écrits, dans les relations entre Israéliens et Palestiniens, dans les livres documentaires et dans les livres de fiction que j'ai écrits, j'ai essayé de faire en sorte que l'on voit l'autre côté. Qu'est-ce que ça signifie d'être aujourd'hui un Palestinien sous la colonisation israélienne? Ça fait 94 ans, c'est incroyable. Non, là maintenant, ça fait 54 ans qu'on occupe les Palestiniens. Nous ne voyons pas de voie d'issue. Comment résoudre cette situation? On n'essaie même pas d'en sortir. On est prisonnier de ce cercle vicieux de la guerre, encore une guerre, et encore une guerre, et encore des gens qui meurent, et encore des enfants qui meurent. Et il n'y a pas de fin à cela. Comme si on s'y était habitué. Ben, c'est comme ça, notre vie. Comme si c'était comme ça. On s'est habitué au fait que la guerre, elle se poursuit. On la poursuit. Au lieu de faire la paix, après 100 ans de guerre, les deux peuples devraient commencer à réfléchir de façon tellement différente, de voir des choses tellement différentes, de changer leur vision du monde, de cesser de se considérer comme ennemis, de se débarrasser de ce mauvais sang de l'ennemi. Et nous sommes tellement préparés à la guerre, à être dans cette situation, que seuls nous n'arriverons pas à en sortir. Nous avons besoin d'une aide extérieure. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question littéraire, mais j'ai répondu à la question politique, qui est peut-être plus brûlante en ce moment, plus dangereuse aussi. Nous sortons d'une guerre horrible, courte, de 2 semaines, mais c'était une vraie guerre.
mauvaise, cruelle, qui a vraiment dévoilé tellement de choses dans la façon automatique dont nous fonctionnons, d'un côté et de l'autre, qui nous fait, il nous donne un coup, nous leur rendons un coup, etc., etc. Et ce que fait chaque côté, il y a une logique interne. Oui, il y a une logique. C'est logique que le Hamas frappe Israël parce que Israël occupe les Palestiniens. Mais quand le Hamas envoie des milliers de roquettes, c'est impossible à supporter. Et c'est normal qu'Israël réagisse et frappe le Hamas de façon la plus forte possible. Mais tout se produit dans cette bulle de la situation, entre guillemets. Et comment diable nous sommes prisonniers de cette bulle depuis tellement d'années. Ça fait 100 ans qu'il y a un conflit entre nous. Comment est-ce que ça se fait qu'on ne trouve pas de sortie de cette situation? Dans mon livre, si vous me permettez de revenir à mon livre, il y a quelque chose, comment un individu se mesure à un système mécanisé. Et c'est un livre politique aussi, mais il est aussi politique. Il parle comment se trouver face à un système, et ça peut être un système d'occupation militaire, ou comment est-ce que notre corps fonctionne et force notre âme à aller dans une direction. Ça peut être par exemple soudain un mari qui devient jaloux, une jalousie folle envers sa femme et imagine un amant pour qu'il puisse être jaloux de cet homme. Et bon, c'est vraiment quelqu'un qui se trouve aussi face à la mort. Que faisons-nous face à la mort? Comment est-ce que l'on peut nous redonner un visage humain dans des situations de cette sorte? Est-ce que nous avons la puissance, la force de nous y mesurer? Même lorsqu'on est dans une situation politique, mais même surtout quand on est dans une situation intime, individuelle, lorsque l'on commence à décrire en mots ce qui nous arrive, à partir de ce moment-là, nous ne sommes plus à l'endroit où nous étions lorsque nous étions les victimes. À un moment où nous avons commencé à décrire ce qui nous arrivait, on fait une sorte de... On est des masseurs de la réalité, on lui fait un massage. On n'est plus dans cet endroit où il y a une crampe qui s'est produite, là où on était avant de commencer à écrire. Soudain, nous ne sommes plus des victimes. Et nous avons, ma femme et moi, nous avons perdu un fils il y a 15 ans, pendant la Seconde Guerre du Liban. Et nous faisons partie de ce qu'on appelle en Israël des familles endeuillées, la famille des gens qui ont eu un des leurs qui sont tombés pendant les guerres d'Israël. Et soudain, je me suis retrouvé, sans l'avoir demandé, faisant partie de cette grande famille de familles endeuillées. C'est une famille qui est proche de mon cœur. Je comprends ce que chacun d'entre eux pense, ressent. Et moi, je vis avec eux cette tragédie quotidienne. Mais quand j'ai écrit à ce sujet, j'ai pensé que la famille du deuil, c'était un nom de famille. Je voulais décrire quelque chose d'individuel, de particulier. Je cherchais les mots pour décrire ce qui m'arrivait à moi face à cette chose horrible qui signifiait que je ne pouvais pas retrouver mon fils. Et j'ai découvert que même ce cas extrême, quand je décrivais ma situation, quand je ne me satisfais pas de mots utilisés par d'autres écrivains, d'autres poètes, d'autres journalistes mettaient dans ma bouche, quand je trouvais mes propres mots, je me trouvais à un autre endroit. Je ne pouvais pas faire revivre celui qui est parti, mais soudain, je cessais d'être une victime qui ne pouvait plus rien faire. Pour moi, c'était la possibilité de respirer avec mes deux poumons. Vous dites, David Grossman, que d'un côté, qu'il n'y a pas de fin à ce conflit,
Et pourtant, il me semble que vous êtes de ceux qui refusaient de collaborer avec le désespoir, comme vous le dites vous-même, comme vous le répétez souvent, à l'instar de ceux avec qui vous avez créé la paix maintenant, Amos Oz, Abraham Yehoshua, qui, hélas, sont tous deux disparus aujourd'hui, mais vous continuez de porter ce flambeau. Et quand vous dites il n'y a pas de fin, je pense quand même que vous oubliez cette dimension d'espoir qui est malgré tout chevillée au corps en vous et qu'on retrouve aussi dans votre livre, qui est effectivement un grand livre politique au sens où vous vous posez la question, qu'est-ce qui brise la malédiction? Comment on peut en sortir? Comment on peut sortir de cette transmission du traumatisme qui brise les enfants les uns derrière les autres? Comment on peut sortir du poids de cette haine qui brise les enfants les uns derrière les autres? Comment on peut retrouver cette phrase de la Bible qu'à un moment, on sortira de cette malédiction qui font que les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants ont été agacées? Je pense qu'il y a quand même cette question. Et dans le livre, vous y répondez. C'est très dur de ressentir un espoir quand la réalité est tellement dure et cruelle. Et la réalité est très réelle. Les gens sont tués, on voit des enfants tués, on voit des quartiers détruits. Dans une situation telle que celle-là, venir parler de paix, c'est de la naïveté quasiment. Et pourtant, je dis, même dans une situation telle que celle-là, la situation de guerre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle engage encore plus de gens dans les stéréotypes, dans le racisme, alors que la pensée de paix a une puissance beaucoup plus forte. Et pour l'instant, on parlerait presque de fiction si on parle de paix. Mais si on trouve les gens qui sont prêts à être les agents de la paix, peut-être même parmi les gens qui ont été frappés le plus durement par la guerre. Par exemple, c'est le Forum des familles israéliennes et palestiniennes qui ont été frappées de façon extrêmement cruelle par la guerre et qui ont décidé que non, cette guerre, personne ne pourra la gagner et il faudra travailler pour la paix. Donc il y a des corps, il y a des organismes, il y a des groupes tels que ceux-là. Peut-être qu'il y en a de moins en moins avec chaque nouvelle guerre, mais il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas changer la réalité actuelle, mais qui peuvent rappeler ce que pourrait être la réalité. Ils préparent un programme bis pour une situation qui pourrait se produire un jour, quand on trouvera peut-être un président américain plus, comment dirais-je, plus convaincant, plus équilibré que Donald Trump, qui forcera les deux côtés à s'asseoir l'un en face de l'autre et à faire les concessions nécessaires. Peut-être, oui, il faut de l'empathie, parce que sans empathie, on ne peut pas progresser. Il faut véritablement une vision réaliste de ce que l'on peut demander comme compromis à l'autre côté. Comprendre aussi ce à quoi nous pouvons renoncer. Peut-être réduire le rôle de la foi, de la religion, réduire leur emprise. Ce conflit, nous n'avons plus de sentiment d'avoir notre propre maison. Les Palestiniens n'ont pas non plus de sentiment d'avoir leur propre maison. Si les Palestiniens n'ont pas ce sentiment d'avoir leur chez-soi, nous n'aurons pas notre chez-nous. Et l'inverse est vrai aussi. La tragédie la pire du juif en tant que collectif, au cours de toute son histoire, c'était un peuple qui ne s'est jamais senti chez lui dans le monde. Il a toujours été étranger. Il y avait toujours un sentiment qu'un malheur peut se produire qui nous chassera de l'endroit où nous étions. On nous fera des pogroms, on nous assassinera. Et ça a créé une façon de vivre sans avenir. Et je crois que s'il y aura la paix, ça réglera
non seulement la question de qui aura quelle quantité d'eau des fleuves, quelle quantité de territoire, où seront les Palestiniens, où seront les Israéliens. Non, la question la plus intéressante, c'est si chacun aura ce sentiment d'être chez soi, d'avoir une maison. Et si on aura ce sentiment, il y aura un sentiment d'avenir possible. Et il y aura donc un sentiment d'espoir. C'est comme si quelqu'un jetait l'ancre vers l'avenir et tirait ce que nous sommes vers cet avenir. C'est ça que nous pourrons faire à ce moment-là. Et tout cela sera possible. Je ne sais pas si je le verrai moi dans les jours qui me restent à vivre, mais il ne faut pas fermer la porte. Si on ne fait pas rapidement cela, s'il n'y aura pas suffisamment de force qui fonctionne en faveur de la démocratie, de cette vision, la situation va empirer. Je ne veux même pas espérer, je ne veux même pas voir ou imaginer ce qui pourrait se produire. Alors David Grossman, je ne voudrais pas qu'on termine sur cette note, d'autant que nous avons commencé en disant que nous allions parler dans ce festival littéraire de littérature. On sait bien qu'avec vous, de toute façon, les deux choses sont extrêmement, et on comprend pourquoi, de toute façon, extrêmement liées, intimement liées. Je voudrais quand même terminer par une question justement de littérature, puisque dans l'entretien que j'évoquais au début de notre conversation sur la plateforme le Grand Continent, je crois qu'il est d'ailleurs en lien sur le site de la Villa Gilet, on peut le lire, c'était en avril 2020. Et vous disiez que vous préfériez à ce moment-là vivre l'événement. Alors l'événement de avril 2020, c'était la pandémie. Ça n'était pas à nouveau le conflit entre Israéliens et Palestiniens. C'était la pandémie et que vous préfériez voir ce qu'il était en train de se passer puisque c'était inédit, plutôt que de vous lancer dans un nouveau livre. Alors vous disiez que maintenant, en Israël, en tout cas, du point de vue de la pandémie, vous en êtes sortis, espérons que ça va durer. Vous êtes vaccinés pour la grande majorité d'entre vous. Vous disiez aussi que parler de vos rituels d'écriture, à ce moment-là, éveillait des désirs de vous y remettre. D'où ma question, est-ce que vous vous y êtes remis? Ou est-ce que la guerre récente dans votre pays a à nouveau tué dans l'œuf l'envie de vous remettre à écrire? Où en êtes-vous de votre désir d'écriture? Je me souviens que dans cette discussion, je vous avais dit, lorsque la pandémie s'est déclarée, j'ai pris deux décisions. La première, c'est que j'écrirais que des livres pour enfants et je ne lirai que des livres de gens qui m'ont précédé, des gens plus intelligents, avec plus d'expérience. Ça a tenu pendant 6 mois, disons. Et puis, ce désir d'écrire, de raconter des histoires m'est revenu. Et en fait, au cours de cette dernière année, je cherche un nouveau récit. J'ai quelques idées, mais pour l'instant, je ne sais pas lequel va me saisir, lequel m'attend, jusqu'à ce que un de ces récits sur les 2 ou les 3, c'est comme ça chez moi, un de ceux-là, soudain se projette en avant et va devenir le récit que je dois écrire, que ma vie ne pourra pas se poursuivre si je ne peux pas l'écrire. Je n'y suis pas encore, et tant que je n'y suis pas, je ne peux pas écrire. Amos Oz, mon cher ami, qui connaissait mes hésitations entre divers récits, au cours du précédent livre, il m'a dit « C'est comme chez toi, il y a beaucoup trop de fœtus, il faut en choisir un seul. Hein. » Et donc, je sais que c'est très près. Physiquement, je sens que je vais vers quelque chose. J'ai très chaud, j'ai pas de fièvre, non. Mais je sais que l'histoire se rapproche. Et au moment où ce récit est là, je suis ailleurs. Je suis dans ce lieu gardé, dans cette chasse gardée. J'aime cette solitude. Je sais que 8, 10 heures par jour, je suis dans un monde. C'est ce plaisir que j'ai de le créer moi-même. C'est moi qui le crée. Et j'espère que ça va se produire. Et si ça ne se produit pas, j'attendrai le livre suivant.
J'aime beaucoup ce couplage entre un livre et celui qui écrit. C'est vraiment un couple. Pendant l'écriture, le livre me change. Sans ça, il n'y a aucun sens à écrire. Moi, je change le livre. J'espère que je change le livre. Parfois, je réussis. Mais soudain, j'ai ce grand jeu. Des milliers de questions que je dois me poser et auxquelles je dois répondre pendant l'écriture. Parfois, je connais les réponses. Parfois, je ne les connais pas. Parfois, j'écris pendant des semaines une histoire annexe, et soudain, j'en ai plus besoin. Vous savez, c'est comme une échelle ou un échafaudage qu'on a pendant la construction, et puis qu'on jette après à la fin. Et tout ce qui, aux yeux de gens intelligents, qui peuvent paraître des enfantillages, ben non. Moi, je pense à tout ça, et je pense à des gens qui n'ont jamais existé, des fantasmes, des liens entre deux gens qui n'existent pas. Mais ce sentiment est tellement réel, tellement plein de vie. Et quand je sors de mon bureau et je regarde, je viens au salon ou à la cuisine, je sens que j'ai besoin de ce temps de remonter après une plongée profonde. J'ai besoin de passer par des étapes pour m'habituer à la nouvelle situation qui a été créée. Privilège de l'écrivain qui arrive à vivre plusieurs vies en une seule. Vous disiez vos livres vous changent, David Grossman. Sachez que vos livres nous changent, nous, lecteurs, qui avons la chance de vous lire ensuite. Merci beaucoup d'avoir participé à cette conversation permise par la Villa Gilet, le festival du livre aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Caroline. Et merci à Michel Zlotowski pour sa traduction. Et merci beaucoup. Merci David Grossman depuis Lyon. Et merci Caroline Brouet d'avoir mené cet entretien. Les livres et merci au nom du public qui est présent ici à Lyon et qui a la joie de retrouver au moins une partie de ce que c'est qu'une conversation avec un écrivain. Donc merci de vous y être prêté. Et nous allons ici à Lyon aller parcourir vos livres en librairie. Merci encore.